Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut Pank et tous nos fidèles. Exactement. Qui a des signes de l'univers qui lui dit que son départ vers l'Australie est une bonne chose. C'est intéressant. Comme quoi l'intelligence de l'univers est plutôt bien fichue. On continue sur donc tout le dimanche du cours avancé de 72. On vous a parlé un petit peu d'utilisation de la méthode Silva dans tout ce qui est commerce et affaires. Et on avait commencé à parler donc de l'intention au cœur du succès. On avait parlé des techniques de vente en alpha et on a rebondi sur le fait que la méthode, elle avait cette vraie compétence de pouvoir s'adapter en fonction de vos cœurs d'activité et qu'à un moment donné, José avait même décidé de faire des cours spécifiques dessus, mais qu'on a malheureusement qui ne sont plus dans le catalogue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la méthode. Donc, rappel de la règle d'or, nous ne demandons pas plus que ce que nous avons besoin, nous ne demandons pas moins que ce dont nous avons besoin. Je trouve que dans cette notion du business, c'est intéressant de se dire, je veux obtenir quelque chose dont j'ai besoin. Et on est toujours dans la même dynamique à la José qui est, je fais quelque chose pour moi et le monde. Et en gros, si je commence à désirer ou à obtenir des choses dont je n'ai pas l'utilité, il y a peut-être des personnes qui en ont besoin et qui ne l'obtiendront pas. Et je trouve que la logique dans le business, où on sait qu'aujourd'hui on est dans un méga libéralisme, c'est un petit peu moi pour moi et que pour moi. Et même si j'ai pas besoin des millions que j'ai parce que je suis en train de dormir ou je sais pas quoi, derrière, il y en a qui ont besoin mais qui n'auront pas. Je trouve que cette notion d'équilibre, elle est intéressante. Tu l'avais déjà entendu, cette notion de ne pas demander plus qu'on a besoin, mais pas ne demander moins qu'on a besoin? En fait, j'ai l'impression que ça a changé légèrement avec les années. Parce que là, justement, c'est toujours ce dont tu as besoin. Mais moi, je me rappelle plusieurs fois de suite, et justement, j'allais tous les ans à la Laredo, qui disait, vous demandez ce dont tu as besoin et un petit peu plus. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, là, il ne mentionne pas. Mais je crois qu'il s'est donné l'idée que si on demande uniquement ce dont on a besoin, on est toujours un peu, je ne sais pas, étroit. Peut-être on a des soucis, mais et un petit peu plus. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, en fait, à des causations différentes. Donc, je sais qu'il a dû l'introduire plus tard parce que quelqu'un a dit, mais écoute, si je demande uniquement ce dont j'ai vraiment besoin, ça ne permet pas du tout les petits plaisirs ou les luxes en plus, etc. Et peut-être il a changé pour ça, je ne sais pas. Mais je rappelle que j'ai beaucoup aimé l'idée de et un petit peu plus. Non, mais c'est intéressant comme état d'esprit. C'est pas en avoir trop, c'est en avoir un peu plus. Ouais, non, c'est amusant. Et du coup, vous voyez comment on voit l'évolution de José dans sa manière de voir les choses. Il prenait certainement les retours de personnes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut très bien dire. J'ai un toit pour dormir, j'ai une voiture pour rouler, j'ai un boulot pour travailler, ok. C'est ce que j'ai besoin de ça. Sauf qu'en fait, je vis pas bien. Ah, ok. Et peut-être que cette notion, il a peut-être observé à se dire, c'est pas parce que j'ai tout, ce que j'ai besoin, et on revient sur Maslow en fait. On est sur la pyramide des besoins. Si j'ai le début de mes besoins, ça ne veut pas dire que pour autant je suis quelqu'un qui est heureux et satisfait, parce que certes je suis en sécurité, certes j'ai plein de choses, mais peut-être qu'à un moment donné j'ai besoin du sommet de la pyramide qui va être la reconnaissance d'autrui à un moment donné. Et donc, ce petit plus est peut-être quelque chose que lui, il a pris en compte. C'est intéressant de voir ce que tu viens de dire. Ah, mais c'est bien que tu parles du pyramide de comment il s'appelle? Maslow. Maslow, voilà, le pyramide de Maslow. Parce que c'est vrai que si on se réduisait à uniquement le premier base, la pyramide de ce qu'on a vraiment besoin, on va toujours manquer plein de choses. Mais effectivement, il y a des niveaux de besoin. Oui. Exactement. Je rappelle, pour ceux qui connaissent pas vraiment Maslow, donc c'est une petite pyramide où il y a besoins physiologiques tout à la base. Après, dès qu'on a les besoins physiologiques, il y a le besoin de sécurité. Après, il y a le besoin d'appartenance.
Après, il y a le besoin d'estime et enfin, il y a besoin d'accomplissement. Donc, c'est sûr que si on a simplement une réponse à nos besoins physiologiques ou de sécurisation, c'est cool, déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se sentir pleinement ouvert. Maintenant, selon les périodes, on n'a pas le choix. Et José a été le premier à voir ça. Il y a des moments, il faut qu'il sécurise pour avoir assez d'argent pour la famille, etc., etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on cherche. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une dynamique. Alors, je ne sais pas si tu en as beaucoup dans la méthode Silva, mais tu sais, cette espèce de manque de sens dans la vie. Il y a un manque de sens parce que on se dit pourtant j'ai tout, le fameux j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. J'ai tout, mais ça ne répond pas à des choses. Et peut-être que tout simplement, ils ont besoin d'estime ou un besoin d'accomplissement. Et souvent, c'est ce qu'ils vont appeler la quête, tu vois. Alors, ils vont appeler ça la mission. Une fois que tu sais ta mission de vie, c'est plus simple, etc., etc. Alors qu'à la base, ça va. Physiologiquement, ils mangent, ils boivent, ils dorment, etc. Ils ont de la sécurisation. Ils appartiennent même à des groupes, mais c'est pas suffisant. Et c'est là où aussi dans nos demandes et dans notre façon de voir, faut aussi se poser la question. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut utiliser sa méthode à se dire, il faut que je me sorte de mauvais problèmes, de mauvais pas. On va dire physiologique, je suis malade, je ne suis pas bien physiquement, émotionnellement, etc. Mais il est peut-être possible qu'à un moment donné, ça bloque dans vos vies parce que vous êtes juste en train de répondre à des besoins qui sont peut-être déjà remplis. Alors, on va reprendre ce que Lee a dit à un instant. Peut-être qu'il faut passer à ce petit plus. Et ce petit plus vous ferait passer sur la strate supérieure de notre pyramide. Et du coup, se dire, je ne sais pas, je passe du besoin de sécurité, ça y est, je suis sécurisé. Tous les mois, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à manger correctement, je suis bien, je commence à être bien, mais je continue à être dans un état d'esprit dans ma boîte de sécurisation, alors qu'en fait, je devrais commencer à chercher, et ça donnerait peut-être du sens et du bonheur, à appartenir à un groupe. Peut-être rentrer dans un groupe d'une des passions que vous avez, ou rencontrer plus de monde, ou etc., etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a des moments où on reste juste dans notre boucle et on n'est pas heureux parce qu'on a la résultante de nos besoins. C'est cool, nos besoins sont satisfaits, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la réalité est que, selon Maslow, on devrait pouvoir passer sur l'état de dessus. Et moi, j'ai appris Laszlo il y a plus que 50 ans, mais moi, je trouve que c'est toujours très valable. Et justement, c'est un moment parfait pour y faire référence. Si on dit programme pour ce dont tu as besoin, quel niveau de besoin est-ce qu'on parle? Parce que si on a juste les choses fondamentales pour survivre, c'est pas une vie là, survivre, on veut vivre. Et tout le reste montre justement comment on est à des niveaux différents pour satisfaction aussi que besoin. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la méthode justement avec un peu une espèce de quête de quelque chose d'au-dessus Alors, moi, pour en avoir rencontré quand même pas mal, j'ai beaucoup de personnes qui se sentent pas bien dans leur vie, pas bien dans leur monde professionnel. On pourrait dire ça, on pourrait dire qu'on est dans les premiers modes, les premiers niveaux de la pyramide. On pourrait même éventuellement se dire problématique, familiale, amicale, etc. Donc, on est dans les besoins d'appartenance. Mais si on prend les deux derniers qui sont besoin d'estime, besoin d'accomplissement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la méthode avec une ambition de trouver quelque chose, un accomplissement, quelque chose qui les élève? Parce qu'il y a quand même le côté un peu spirituel ou même la notion de base, alors spirituel, pas dans la notion religieuse, dans la notion de l'esprit. Il y a quand même dans la recherche à un moment donné de développer sa clairvoyance. Est-ce que tu n'as pas à un moment des personnes qui ont un peu cette quête qui va être de s'accomplir ou de pouvoir utiliser un système pour s'accomplir, se sentir utile peut-être pour un système, pour se dire j'ai ma place quelque part, etc. Tu l'as ressenti, tu l'as vu, tu as rencontré du monde dans la méthode? Je sens que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus dans la population en général. C'est comme la question, mais pourquoi je suis là? À quoi je sers? Est-ce qu'il y a une raison que j'existe? Et tout ça, c'est effectivement les niveaux plus hauts de Maslow. Et
on trouve ça aussi dans le fait qu'on a de plus en plus de gens qui viennent chez les hypnotiseurs, qui veulent savoir quelle est ma mission de vie, justement, qui veulent comprendre quelque chose qui est plus haut que justement la satisfaction avec les choses physiques, même avec les relations, quoi. Quelquefois, il faut un peu plus le point du pyramide, quoi. Oui. Ce que la remarque que tu fais, elle est super intéressante parce qu'effectivement, c'est pas que dans la méthode, c'est social. Et Oui. on pourrait avoir parfois un œil un peu critique vis-à-vis de ça, parce que va y avoir des générations qui vont dire ah mais les gens sont jamais heureux, ils ont un toit sur la tête et ils ont de quoi manger. Et si vous écoutez bien, ils ont raison. Ton besoin de physiologique, voire ton besoin de sécurité, il est OK. Et ils comprennent pas parce que eux, peut-être, ils ont lutté, ils ont eu. On avait ça beaucoup avec les anciens qui disaient bah, post-guerre, ça a été la galère. Maintenant, on a de quoi dormir quelque part au chaud et on a de quoi manger tous les jours. Ça suffit. Et on a parfois du mal, et c'est pour ça qu'il y a une grosse critique sur la génération Z, à dire oui, non, mais ils font la fine bouche, ils veulent pas travailler, ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela. Et la réalité, la réalité, je sais pas, je connais pas la réalité, moi, mais une des pistes de réflexion qu'il peut y avoir, c'est de se dire, bah, en fait, ils sont pas sur les mêmes besoins que nous. Ils sont sur d'autres types de besoins où, bah, eux, depuis qu'ils sont nés, ils ont une chance d'avoir des besoins physiologiques, des besoins de sécurité et des besoins d'appartenance qui sont OK. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux les ont directement inclus dans ce fait d'appartenir à quelque chose. D'ailleurs, c'est amusant. Maintenant, on parle de génération beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, juste se dire, je fais partie de la génération Z, de la génération X, des boomers, c'est aussi créer des notions d'appartenance. Et du coup, bah, ils ont besoin de se ressentir accomplis ou l'étape d'avant qui est de s'estimer, d'avoir de l'estime. Ce qui peut parfois sembler étrange pour des personnes qui, eux, sont pas du tout sur les mêmes sphères de besoins et qui vont mais pourquoi il nous saoule? Il a un boulot, il se barre. Oui, mais parce que lui, il a besoin d'estime, parce qu'il a besoin de s'accomplir. D'ailleurs, on l'entend. La nouvelle génération, dans les entreprises, vont dire non, mais moi, je veux faire un boulot qui a du sens. Moi, ma génération, on avait un boulot, on était bien payé, on s'en fout. Ça a du sens, pas de sens. Je m'en fous, je veux faire ce boulot, je vais apprendre à l'aimer, je vais me débrouiller. Mais vu qu'il y avait quelque chose d'autre, peut-être que nous, on n'était plus sur un besoin de sécurisation ou sur un besoin d'appartenance. J'ai besoin d'appartenir à, je sais pas, à une entreprise, ne pas être au chômage, en gros. Et bah, cette notion-là est plus d'importance que se dire ah oui, mais ça a un sens, etc. Et pour autant, c'est pas plus mal. C'est juste qu'ils ont des besoins qui ont certainement été déjà nourris par le système dans lequel ils vivent actuellement. Donc, cette notion de besoin, elle est vraiment intéressante pour nous parce qu'elle peut vraiment nous permettre de nous interroger sur nos envies, nos besoins et ce qu'on met en place. Alors, l'application militaire gouvernementale. Alors là, on est sur une notion où on avait commencé à dire avec Lee que c'est un peu paradoxal parce que souvenez-vous, on est en 72, hein, donc on est encore un peu dans cette évolution de la méthode où à la base, le système est basé pour éviter de faire du mal aux gens et permettre quelque chose de positif. Donc, utiliser la méthode dans une dynamique militaire, il y aura automatiquement des personnes qui peuvent perdre quelque chose. Donc, proposition du gouvernement américain au gouvernement américain en 66. José a offert 22 ans de recherche et plus d'un demi-million de dollars d'investissement au gouvernement de Lyndon Johnson, suggérant que ces techniques pourraient être utilisées en temps de guerre, par exemple pour l'espionnage. L'offre a été rejetée par la National Institute of Science. Donc, on vous en a déjà parlé là, il y a très longtemps de cette proposition qu'il avait faite au gouvernement. Et souvenez-vous, c'était une grande période où tout le travail sur la psyché, sur créer des agents doubles, parce que entre autres, il y a eu MK Ultra, où on cherchait à créer des soldats supérieurs, entre guillemets, des soldats hyper adaptés, etc. C'est vrai que si l'armée arrive à développer des personnes qui ont une grosse intuition, qui arrivent à savoir des choses un peu en avance, qui ont un bon feeling, hein. Je vous rappelle que on a évité une guerre mondiale. Alors, je ne sais plus de quel sens c'était. Je ne sais plus si c'est un Américain ou si c'est un Russe. Parce qu'il y a officiellement les radars qui étaient en train de dire on est en train d'être attaqué d'une bombe nucléaire. Et le mec, il se dit
Ça me paraît bizarre cette histoire. Et le mec, alors je ne sais plus exactement l'histoire, mais elle est incroyable. Oui, je connais l'histoire, oui. C'est fou parce que là, c'est que de l'intuition, tu vois. C'est pas, il Oui. n'y a pas les datas, il n'y a pas les informations qui disent. Les informations même disent l'inverse. Genre, il y a une bombe qui arrive vers nous, elle va sauter, il faut qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'on fait? Et le gars a dit non, 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 je pense que c'est une connerie. Il a rien fait, alors que ça se trouve, son pays allait sauter, tu vois. Et bah, il a bien fait parce que la réponse à ça, c'était d'envoyer un autre missile qui allait faire sauter l'autre. Donc, du coup, l'intuition, là, c'est plutôt un truc intéressant. Et c'est là où on voit qu'une intelligence parfois hors logique, parce que les radars, je crois que c'est les radars qui signalaient des trucs ou les infos qu'ils avaient, n'étaient pas bonnes. Ouais. Là, d'un coup, d'un point de vue militaire, on peut se dire, bien sûr, on a toujours l'impression que pendant des guerres, qu'elles soient froides ou qu'elles soient chaudes, malheureusement, c'est hyper logique, c'est bien sûr le renseignement, l'espionnage, etc. Mais il y a des moments, l'histoire nous a montré que parfois se dire ouais, on va pas combattre aujourd'hui, mais demain, on va attendre plutôt que, et ben ça a parfois fait gagner des guerres et ça a peut-être évité qu'on ait un désastre nucléaire il y a quelques décennies. Mais justement, je me demande pourquoi le gouvernement a refusé à cette époque. Parce que c'était pas, oh là là, c'est du non-sens, c'est du wou-wou, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'était en fait à cette époque qu'ils se sont rendus compte que les Russes étaient en train de former des gens comme ça. Et eux, ils ont fait justement, nous, on n'était pas au courant parce que c'est très secret, mais ce qu'on appelait Stargate, en fait, c'était toute comment dire, c'était toute une formation des gens militaires pour avoir de l'intuition. Et j'ai eu la chance de, pas simplement de voir une émission de télévision dessus, où en fait c'était un voyant qui les a formés. Et franchement, c'était presque identique à travailler un cas en Sylvain. C'était très, très proche. Et puis, au lieu de dire, bon, je vais te donner le nom, l'âge, sexe et localité de quelqu'un, je vais te donner des coordonnées sur une carte. Et donc, tu vas te projeter à ces coordonnées, tu vas décrire ce qui se trouve à cet endroit, voilà, etc. Bon, mais c'était travailler les cas, effectivement, pour l'espionnage. Et puis, j'ai aussi trouvé tout le protocole pour faire cela. C'est assez complexe, mais c'est beaucoup basé sur ce qu'on fait en Sylvain. On comprend, quelquefois on fait des dessins, etc. Il y a tout un travail, mais tout est pour développer l'intuition des militaires. Oui, c'est... Pourtant, on a refusé, je sais. Ouais, tu vois, là, je suis en train de regarder les dates. C'est tout très proche. Les dates du MK Ultra, donc, est un projet, là je reprends Wikipédia pour ceux qui veulent, donc est un projet secret de la CIA visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. Donc le mot il est amusant pour nous en traduction française, il faudrait que je vois comment il le dit. Oui. Et bon, approuvé le 13 avril 53 par Dulles, directeur de l'agence, et le projet a pris fin en 53, ça a commencé, ça a fini en 60. Ah, ok. Et ça a fini en 70. C'était déjà en route alors. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, ils ont arrêté en 70. À mon avis, en 66, c'était déjà. Ça, ouais, là, j'ai pas les dates précises pour ça, mais l'apparition d'une série d'articles dans le Times en 74 a permis de dévoiler publiquement l'existence de programmes secrets ciblant des citoyens américains. Ouais, bon, au cours des années 50-60, la révélation de ces activités clandestines ont eu un retentissement national qui conduisit à la mise en place de plusieurs commissions d'enquête. Ouais, bon. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu une validation, parce que au moins une invitation, tu vois, sans forcément dire oui, votre système, etc. Mais ça se trouve, il y avait toujours ce même problème, c'est qu'il y avait le côté scientifique qui parfois ne correspond pas. Il faudrait que je regarde des reportages sur MK Ultra pour voir les types de personnes qui bossaient à l'intérieur. Je sais qu'à un moment, il y avait des hypnotistes qui avaient travaillé pour le projet. Mais il y avait notamment énormément de drogue dans tout ça, ce qui fait que souvent les mecs pétaient des câbles pendant des morts à cause de ça, parce qu'il est drogué
pour qu'ils puissent leur mettre plein de trucs dans la tête. Et en général, entre ils dorment pas, ils ont des amphétamines à longueur de temps, ça donne des résultats pas super. C'est pas trop un état modifié de conscience. Quoi, si, c'en est un, mais hyper basé par de la chimie et pas par l'état naturel. L'espionnage psychique comme dissuasion. L'utilisation idéale dans un conflit serait de former tous les dirigeants mondiaux à l'espionnage psychique mutuel. L'absence de facteurs de surprise rendrait les guerres impossibles. L'idée, elle est amusante de se dire si je sais ce que tu peux faire et que j'anticipe que tu puisses faire ça et que tu sais que je sais que tu sais, bon, bah, logiquement, ça devrait être bon. Le problème, c'est que l'idée est sympa, mais même si on sait qu'un pays ne veut pas, veut envahir un autre pays et qu'on le sait à l'avance, ça n'empêche pas que le pays veuille envahir le pays et peut très bien envoyer ses armées. Donc, c'est pas forcément un moyen de paix. Il n'y a peut-être pas de facteur surprise. Mais après, il y a un facteur humain et matériel qui fait que la surprise n'a plus vraiment d'importance. Entraînement des soldats. Un groupe de 9 soldats, dont le fils du conférencier, donc de José, a été entraîné avant de partir pour le Vietnam. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé de ça. Une technique du petit doigt leur a été enseignée pour alerter leur sens psychique en cas de danger. Cela leur aurait permis d'éviter des mines et de survivre à des embuscades. Alors, cette histoire est vraiment intéressante. C'est Junior, c'est José Junior qui a vécu ça, non? C'est ça? C'était Tony. C'était Tony. Oui. Un autre fils quand même, un petit peu plus jeune. Alors c'est la première fois que moi j'entends qu'il y avait tout un groupe qu'il a formé. Je sais que pour Tony a eu des résultats extraordinaires pour ça et il nous a raconté ça lui-même. Et il disait que, en fait, apparemment, il a demandé à son papa que faire parce que je ne peux pas faire les 3 doigts. Dans la jungle, j'aurais justement un fusil qui va occuper les 2 mains et c'est là où on l'a entraîné à faire autre chose au lieu des 3 doigts. Et il a, je ne sais pas si tu as entendu quelques-unes de ces histoires, de son intuition. Oui, j'en avais lu. Oui, incroyable, oui. Mais peut-être que, tu sais, parce que je me souviens dans un des textes que j'avais lu, il disait que c'était lui et certains de ses collègues, il a ramené du monde avec son père parce que lui, il a eu quelque chose et je pense que le petit groupe de soldats, c'était les gars du groupe de son fils. Justement, j'étais pas au courant qu'il y avait tout un groupe. C'est fascinant ça, oui. Donc, du coup, pour redonner, parce que pour nous, c'est assez clair, mais la méthode a été utilisée pendant un moment donc, pour le fils de José Tony quand il est allé au Vietnam. Et en l'occurrence, vous savez que les Américains, comme les Vietnamiens, ont mis beaucoup de mines, etc. Il y a beaucoup de pièges partout. Et il explique le nombre de fois où il a eu, où en fait, il faisait les 3 doigts pour rentrer en alpha, pour être plus ouvert, plus apte, etc. Et ça a évité à lui. D'ailleurs, c'est pas lui qu'on mettait devant parce que justement, il avait une bonne intuition par rapport à des éléments. Justement, ce qu'on appelle le point man. Parce qu'il était tellement observateur, vigilant, etc. On lui a nommé être celui qui va devant, qui est bien sûr très, très risqué, mais ça veut dire qu'ils ont eu vraiment confiance dans ses résultats. Exactement. Et du coup, le résultat, c'est qu'ils sont revenus, ce qui veut dire que si son unité est revenue, c'est qu'ils ne sont pas fait sauter ou ils ne sont pas pris de balle, ce qui est plutôt un bon truc. Alors après, on peut dire tant mieux, mais l'idée de se dire, il avait associé cette notion-là. Et pour les personnes les plus sceptiques, n'oubliez pas, quand vous êtes dans des trans, donc quand vous êtes en alpha, vous pouvez avoir plus facilement une vision périphérique et vous êtes plus sensible à peu près à tout. Là, en plus, tu es dans un cadre qui est très clair, c'est la guerre, on doit faire attention. Du coup, tu vas faire plus attention à un élément qui bouge, une botte de terre qui est remontée. N'oubliez pas, le Vietnam, c'est pas la ville, c'était les jungles, etc. Donc, il pouvait y avoir des choses où leur cerveau avait capté plein de choses de la normalité de la jungle et des petites choses qui faisaient que ça, c'est pas normal. Et le pas normal, même si on s'en rend pas compte et qu'on n'est pas en train de rationaliser, ça peut dire stop, on prend 10 secondes, on regarde avant de continuer à avancer, ou stop, ça sent mauvais, on se cache parce qu'il y a.
de l'autre côté, etc., etc. Oui. Bon, Et ça elle reste. est totalement inconsciente, ou ça a dû être intuition pure, que Tony disait que tout d'un coup, il a senti que sa tête faisait comme ça. Et il n'a pas eu le temps de demander pourquoi je fais ça. Une balle qui passe à côté de son oreille qui aurait été justement en pleine figure. Intuition. Ouais. Et là-dessus, c'est vraiment des choses intéressantes. Si on le remet, on l'enlève du côté militaire, mais nous, dans le quotidien, c'est ces petits trucs qui fait que on va être plus attentif quand on commence à être crevé sur la route. Alors, vous savez que déjà, il y a la méthode pour ne pas s'endormir et se dire, je reste 2 heures de plus à réussir à conduire sans truc. Mais en plus, avoir cette vigilance, parce que c'est pas juste, je reste réveillé, c'est je reste en sécurité dans le fait d'être réveillé. Donc, ouais, on voit bien que c'est intéressant. Là, moi, j'écoutais des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut voir qu'à l'époque, hein, il y a les guerres. Bah, d'ailleurs, au Vietnam, ça a été le même problème. Il y a quelque chose qui a été beaucoup utilisé, c'était les amphétamines. Vous savez qu'à l'époque, en 1939, un peu avant, en 1937, en Allemagne, ils avaient commencé à droguer la population pour. Alors, eux, au départ, c'était pas une drogue, hein, c'était juste un super moyen pour que les gars ne dorment plus pendant 4-5 jours et soient hyper performants. Et quand il y a eu la Blitzkrieg, donc le début de la guerre, les Français, ils ne comprenaient pas qu'ils aillent aussi vite à avancer, parce qu'en fait, ils ne dormaient jamais. Ils pouvaient ne pas dormir pendant 3 jours et et continuer à faire des opérations assez intellectuelles au bout de 3 jours. Faites 3 jours sans dormir, vous allez voir que vous n'êtes pas capable de grand-chose. Et eux, donc, ils se relayaient. Quoi, ils ne se relayaient pas, ils avançaient pendant 3 jours. Parce qu'ils étaient pleins d'enfêtes. Et pensez bien à ça, hein, pendant les guerres, c'est pas un truc dont on parle des masses, mais la drogue, elle est tout le temps là. C'est-à-dire, pour que les soldats soient plus performants, on les drogue. Donc, c'est sûr que si on peut éviter de perdre des vies, déjà que la guerre, malheureusement, fait perdre des vies, en évitant parce qu'il y a les contre-coups, hein. Quand tu as pris 3 tonnes d'amphétamine, en général, les arrêts cardiaques et les autres moments de folie, ils sont assez nombreux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Hein. Mais c'est pour ça que ça reste intéressant de se dire il peut y avoir des systèmes pour optimiser le travail des militaires. C'est pour ça qu'il y a un travail mental qui est aussi important chez certaines sections où ils vont travailler en visualisation, travailler bien sûr avec le groupe, travailler en respiration, etc. Parce que le travail du mental peut changer complètement la facette, au moins d'un début d'un conflit quel qu'il soit, peut-être même d'une guerre, comme on avait malheureusement nous pu le vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et avec les 3 doigts, hein, c'est vrai qu'on devient plus vigilant, plus éveillé, mais on est aussi plus calme. C'est ça. C'est pas un état de hypervigilance, c'est vraiment juste super calme, contrôlé, observateur, prêt à agir. Donc, c'est beaucoup mieux que des drogues quand même. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, clairement, l'intérêt d'un travail avec sa psyché, c'est que on peut l'orienter de plein de façons. Maintenant, il y a un élément que, même si on prend la logique de je me reposerai dans 2 heures, il y a un moment, il faut qu'on se repose. Ce qui, avec les drogues, n'est pas forcément le cas. Ou le gars qui peut avancer pendant 3 jours, je suis pas sûr. Il faudrait voir avec un Silva qui fait Silva pendant 3 jours, dans quel état il est, juste s'il dort pas. Est-ce qu'il serait aussi performant? Mais en tout cas, il ne se sera pas trop abîmé. Alors qu'avec des drogues, tu es sûr qu'à un moment ou un autre, tu dois payer le prix. Donc, en tout cas, hein, on revient à la base. La méthode Silva, elle n'est pas faite pour faire du mal aux gens et pour entraîner nécessairement les soldats. Là, bien sûr, vous voyez que ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour espionner et pour permettre aux personnes d'être plus intuitifs à ce niveau-là. Ok. Bon, on va s'arrêter là sur cette première partie. On va revenir après sur psychisme naturel versus psychisme entraîné. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ali? Juste avant que tu changes, est-ce que tu peux chercher sur l'Internet la hiérarchie de Maslow, parce que ça serait intéressant pour les gens très visuels de voir ce que tu parles dans un petit diagramme, quoi. Bien sûr. Hop, mais tu peux faire ça dans la pause et revenir avec. Ouais, non, mais là, c'est bon. Hop, je l'ai. Alors, attends, je vais partager du coup. Partager écran. Pyramide de Maslow. Hop, partager.
Ok, voilà. Donc là, Ah, vous, voilà. Parfait. Oui. donc ce que je vous disais, besoin physio, qui est vraiment en bas, c'est ce qui est le plus important à gérer. Besoin de sécurité, une fois qu'on a mangé, bu, qu'on n'est pas malade, etc., c'est sécurisé. C'est pour ça qu'on dit souvent manger, avoir un toit sur la tête. Se sécuriser, en fait, avoir un élément. Élément Mhm. d'appartenance. Et vous regardez que l'instinct grégaire, il a ce principe-là, c'est que plus on est nombreux, plus on peut gérer nos besoins physiologiques, plus on est en sécurité. Et donc, souvent, on se débrouille par nous-mêmes, on tente de sécuriser et l'appartenance va permettre en plus de nourrir le 1 et le 2. Après, une fois qu'on a l'appartenance à un groupe, que ce soit moral ou que ce soit physiquement, hein, on va avoir le besoin d'estime, donc estime de soi, se reconnaître, etc., etc. Besoin de reconnaissance, hein, c'est l'autre manière d'en parler. Et enfin, besoin d'accomplissement, qui est le sommet de la pyramide. C'est pour ça que parfois on est un peu tatillon à dire ah, c'est bon, ta quête, ton chemin de vie, ou on s'en fout. Mais parce que ça se trouve, nous, on en est encore au besoin de sécurité. Donc, du coup, que la personne nous parle de ouais, mais moi, ma mission, je m'en fous. En fait, ta mission, je m'en fous. Moi, j'ai besoin juste d'être sécurisé. Et ça explique. On a un petit peu. On comprend pas trop les autres, donc on a du mal à comprendre leurs besoins, parce que pour nous, le 1 et le 2, donc physiologie et sécurité, ils sont pas encore forcément hyper clairs, donc on a les priorités, le cerveau, il va complètement ailleurs. Merci. Excellent. Yes. Donc, Si je c'est vous... très valable, ça. Oui. Ouais, Maslow, ouais, toujours très mal. Je pense qu'il y a eu des évolutions, mais ça reste quand même quelque chose sur une base de réflexion, parce que Maslow, là, on le voit, un psychologue des années 1900, donc c'est début du 20e. Oui. Ça a évolué, mais ça nous permet d'avoir une base de réflexion qui est assez chouette. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous êtes sur vos demandes, sur vos objectifs, etc., pour bien voir dans quel cadre vous avez votre besoin. Et on reprend ce que Lee a ajouté. Ce que j'ai besoin, un peu plus. Un tout petit peu plus de ce que j'ai besoin, ça peut être un vrai plus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. À très vite. Ciao.